Ce podcast vous est proposé par la plateforme Livy. Bonjour, je m'appelle César Ancel-Enseigne. Je suis médecin généraliste et urgentiste. Vous êtes sur le podcast Patient, saison 2. Bienvenue dans Parole d'expert. La semaine dernière, avec Max, nous avons parlé de cancer de la gorge secondaire au papillomavirus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Léa pour compléter ce témoignage. Bonjour Léa. Bonjour César. Léa, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui, bien sûr. La semaine dernière, on a échangé avec Max, qui nous a parlé de sa prise en charge concernant son cancer de la gorge en rapport avec le papillomavirus. Et donc, Max nous a parlé de toi, Léa, donc le docteur Léa Loriguet. Léa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, c'est Léa Loriguet. Je travaille au Centre intercommunal de Créteil depuis 2018 et je m'occupe principalement des patients qui ont un cancer ORL. On va commencer par parler du papillomavirus. Déjà, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le papillomavirus et comment est-ce qu'il est relié à certains cancers de la gorge ? Donc en fait, le papillomavirus, c'est un petit virus en taille. Il appartient à une grande famille, à peu près 200 variants et 100 qui concernent l'homme. Il va se transmettre essentiellement par les contacts de peau à peau ou muqueuse à muqueuse. Donc c'est vrai que le rapport au cancer de la gorge, au cancer ORL, c'est ce qu'on appelle une IST, une infection sexuellement transmissible. En fait, dans la gorge, il y a différents étages. Il y a la cavité buccale, il y a l'oropharynx, c'est là où il y a les cordes vocales, les amygdales, et après, un petit peu plus bas, le larynx qui nous permet de déglutir. Et en fait, le cancer avec le papillomavirus, c'est surtout la partie oropharyngée qui est atteinte, mais surtout les amygdales, les cordes vocales. Et tu disais donc qu'il y en a plusieurs centaines de papillomavirus. On a une idée de combien de personnes rencontrent ce virus dans leur vie, en fait ? On estime qu'il y a à peu près 70% des hommes et des femmes qui vont le rencontrer. Mais après, on a de la chance parce qu'il y en a quand même très peu qui sont oncogènes, qui peuvent développer un cancer. On a les plus connus, le 16, le 18, le 31, 33. Pour nous, ce qui nous concerne au niveau de la gorge, c'est le 16 principalement. Mais voilà, il y a quand même 70% d'hommes et femmes qui vont le rencontrer, 90% qui vont le développer dans la gorge, mais on n'aura un cancer que dans 10% des cas. D'accord, donc en gros, énormément de papillomavirus différents, un nombre limité qui sont oncogènes. Tu peux expliquer ce que ça veut dire oncogène ? Qu'est-ce qu'on veut dire par quelque chose qui est oncogène ? Alors, oncogène, c'est ce qui peut développer des cellules précancéreuses qui vont après se développer en cancer, parce que pour avoir un cancer, il faut qu'ils se multiplient. Ils vont provoquer des erreurs de multiplication. On va avoir plein d'erreurs, et une cellule qui a plein d'erreurs, c'est ce qu'on appelle une cellule cancéreuse. D'accord, c'est ça. Et donc, c'est une cellule qui se multiplie sans contrôle, c'est ça, hein ? Sans contrôle, et puis tous les moyens que le corps met pour éliminer les cellules cancéreuses vont être... Elle va plus pouvoir mourir, elle va s'alimenter toute seule. Enfin, il y a plein de mécanismes qui vont se mettre en route. Il n'y a pas une seule erreur, quoi. C'est un ensemble d'erreurs qui fait qu'après, ça devient incontrôlable. Léa, j'aimerais encore qu'on reste un petit peu sur ce papillomavirus. Comment ça se manifeste, une infection à papillomavirus ? Moi, j'ai cru comprendre quand même qu'il y a beaucoup de situations où c'était asymptomatique, mais parfois, on peut avoir des symptômes. Est-ce que tu peux nous parler des manifestations du papillomavirus ? Tu as tout à fait raison. Dans la majeure partie des cas, c'est asymptomatique. Et après, on a différents types de symptômes. On peut avoir juste du cutané, c'est ce qu'on connaît. C'est les verrues des fois qu'on a sur les mains, sur les pieds, qu'on peut attraper à la piscine. Donc ça, c'est le niveau plus cutané. Et après, on a un petit peu plus au niveau des muqueuses. Donc ça peut être les condylomes qu'on a au niveau des parties génitales. D'accord. Et qui ne sont pas forcément cancéreuses. C'est ce qu'on voit quand même un peu plus pour le cancer du col. Et après, il y a les parties qui sont quand même invisibles, comme dans le cancer au niveau ORL. On voit malheureusement pas de lésions, en fait. Le condylome, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi classiquement une verrue génitale, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est un petit bout de peau qui peut être soit plan, c'est-à-dire qu'on le voit légèrement à la surface, soit ça peut faire un petit bourgeon. D'accord. Est-ce que les virus, certains types de papillomavirus donc donnent des condylomes, j'imagine ? Il y a certains papillomavirus qui n'en donnent pas. Est-ce qu'il y a un lien entre le condylome et la possibilité d'avoir un cancer plus tard ? Oui, ça c'est pour le cancer du col par exemple. C'est pour ça que quand il y a les dépistages, si jamais on s'aperçoit qu'il y a des lésions précancéreuses, on va aller dépister pour voir si c'est de l'HPV 16 ou 18, parce que si c'est un HPV 16 ou 18, on prendra plus de précautions dans le suivi, dans les mesures préventives, plutôt que si c'est un autre qui est pas du tout cancérigène.
D'accord. Concernant les HPV, donc HPV, ça veut dire Human Papillomavirus. Donc, on a vu qu'il y en avait que certains qui étaient oncogènes, ce qui sont qualifiés par des chiffres. Donc, c'est le 16, tu m'as dit. Le 16, c'est pour l'ORL. Il y a principalement que le 16. Et après, il y a, pour un peu plus gynéco, ou même au niveau de l'anus, c'est plus le 16, le 18, le 31, le 33. Mais par exemple, dans le vaccin, il protège contre 9 souches. Dis-moi, ce vaccin, donc là, il est proposé de plus en plus. Est-ce qu'on a des exemples de pays où il est proposé depuis longtemps et on a vu diminuer, voire disparaître certains cancers? Oui, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, je crois que c'est l'Australie. Après, c'est beaucoup plus facile parce que c'est une île, en fait, qui a vacciné toute sa population. Et je pense que dans 2 ou 3 ans, je pense qu'ils auront, enfin, c'est eux qui l'annoncent et on voit aussi avec les chiffres, qui se seront débarrassés justement d'HPV. Léa, est-ce que tu peux nous rappeler les recommandations actuelles concernant la vaccination? Les recommandations, maintenant, elles touchent les filles et les garçons. Avant, il y avait que les filles. Maintenant, il y a les garçons. À partir de 11 ans, entre 11 et 14 ans, c'est le cardendiel, donc 9 souches, et il y a 2 doses. On peut faire aussi un rattrapage jusqu'à 19 ans. Ça nécessitera 3 doses. Et chez les populations homosexuelles jusqu'à 26 ans, on peut être vacciné et pareil, c'est 3 doses. D'accord, très clair. Léa, j'ai une question un peu bête, mais quelqu'un qui aurait eu un cancer lié au papillomavirus, est-ce que il est trop tard pour se vacciner ou parce que certaines personnes se posent la question, j'imagine? Oui, il y a aussi beaucoup les conjoints qui se posent la question, est-ce que je dois me faire vacciner? La génération des nouveaux cancers ORL, HPV, ils sont pas vaccinés. Donc, c'est la question qui revient quand même très régulièrement. On va dire que les partenaires, quelqu'un qui a un cancer, s'ils sont avec eux depuis longtemps, ils ont forcément été exposés. Alors, les recommandations actuelles, c'est de ne pas vacciner, mais il y a de plus en plus de centres qui le proposent quand même, parce que les études montrent maintenant qu'on augmente, même si on a été en contact avec le virus, on augmente encore nos défenses immunitaires. D'accord. Officiellement, il n'y a pas de recommandation. Il y a comme de plus en plus de centres qui le proposent aux conjoints ou aux patients. Après, c'est pas remboursé par la Sécu, c'est 3 doses, c'est 100 € une dose. Est-ce qu'il existe d'autres exemples de cancers qui seraient causés par d'autres micro-organismes, par des virus ou d'autres bactéries en dehors du papillomavirus? Oui, mais beaucoup moins connus. Je crois qu'il y a à peu près 8 virus, une seule bactérie pour l'estomac et des parasites qui nous concernent pas. Mais par exemple, l'hépatite B, l'hépatite C qu'on connaît, si c'est vraiment mal traité ou pas du tout pris en charge, on peut après avoir un cancer du foie. Mais ça arrive quand même très rarement en fait. Donc c'est beaucoup moins fréquent. Ça existe bien sûr, mais c'est beaucoup moins fréquent que maintenant qu'HPV. On va revenir sur l'histoire de Max, la semaine dernière, qui nous racontait un peu l'histoire de sa maladie et qui nous a expliqué notamment la découverte d'un ganglion, la découverte soudaine d'un ganglion gonflé alors qu'il était au restaurant avec sa petite amie. Est-ce que ça, c'est une présentation classique de cancer de la gorge, une apparition, une tuméfaction brutale d'un ganglion? Maintenant, on a des campagnes de prévention et de dépistage parce que jusqu'à présent, le cancer ORL, personne s'en occupait vraiment parce que c'est un cancer qui est quand même peu fréquent par rapport à d'autres cancers. Et maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus de nouveaux cancers avec justement le cancer HPV et avec une nouvelle population. Max, c'est un exemple typique. Il est jeune, il boit pas, il est en très bonne santé. Avant le cancer ORL, c'était quand même des patients de plus, la moyenne d'âge c'était 70 ans, alcoolotabagiques, qui se faisaient pas forcément traiter. Donc, on n'avait pas tout à fait la même population. Sur un cancer ORL, maintenant, il y a des campagnes de prévention et on dit que si on a un gros ganglion dans le cou, une douleur, si on a du mal à déglutir ou qu'on a un nez bouché qui persiste plus de 3 semaines, il faut aller consulter. C'est intéressant ça, cette info, parce que finalement, on pourrait passer à côté de lésions débutantes qui seraient facilement traitables, c'est ça? Il a une mauvaise image, le cancer ORL, parce que comme il est pris tardivement, c'est vrai que les chiffres sont pas très bons, alors que pris précocement, c'est un cancer qui a quand même des très bonnes chances de guérison. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus de campagnes pour justement alerter sur ces petits symptômes qui peuvent passer inaperçus. Ouais, d'accord, c'est hyper intéressant. Ouais. Je reviens un petit peu sur le papillomavirus. Est-ce qu'on a remarqué une augmentation du nombre de cancers liés au papillomavirus ou pas? Oui. On a en France, les derniers chiffres, c'était 6300 patients, mais toutes localisations confondues, qui avaient un cancer HPV. Et sur l'ORL, au niveau oropharyngé, en gros, il y a à peu près 5000 patients qui ont un cancer oropharyngé par an. Et avec HPV, ça représente à peu près 27-40%. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de campagnes, parce qu'on va avoir la génération
de ces patients HPV qui vont avoir 40, 50 ans et qui sont en train d'arriver. Mais alors, comment on l'explique ça? Parce que le HPV, j'imagine qu'il est là depuis des milliers d'années, en fait, dû au fait que les gens se protègent moins. Oui, en fait, déjà, ça met 10-15 ans avant d'arriver. Donc, 10-15 ans, quand on a 40 ans, finalement, on est touché au début de sa vie sexuelle, entre 20 et 25 ans. Et c'est vrai que les facteurs de risque, c'est plus on a de partenaires, plus on est exposé. Parce que malheureusement, le préservatif ne protège pas à 100%. Donc, ce qui protège, c'est la vaccination. Ok, ouais. Donc, d'où l'intérêt de rappeler l'importance de la vaccination. On a parlé tout à l'heure du dépistage des femmes. Est-ce que les hommes, ils peuvent bénéficier d'un dépistage? C'est une question qu'on a parfois, nous, en médecine générale. Est-ce qu'il y a des choses à ce sujet-là? Parce que, est-ce qu'on irait, par exemple, prélever la gorge pour voir s'il y a de la présence d'HPV ou faire des prélèvements au niveau génital? Non, en fait, malheureusement, il n'y a pas de... C'est pas comme les frottis où c'est beaucoup plus accessible. Déjà, pour pouvoir aller faire des biopsies au niveau de la gorge, c'est sous anesthésie générale. D'accord. Et les cellules sont moins visibles. Malheureusement, en ORL, c'est moins visible et c'est plus étendu. On n'a pas une zone localisée comme par exemple quand on fait un frottis, qu'on voit le col avec une zone touchée. L'oropharynx, ça reste quand même si je parle beaucoup des amygdales et des cordes vocales, mais on appelle après ce qu'on peut appeler de la dysplasie. Donc, c'est des fois une modification du tissu autour qui peut après dégénérer en cancer. Et en fait, on peut en avoir du coup sur toute la zone oropharyngée. Et finalement, nous, en ORL, malheureusement, il n'y a pas de traitement préventif, ni même de prévention. Après, c'est vrai que, par exemple, si on découvre des condylomes génitaux au niveau de l'anus, au niveau de la verge, des fois, on peut faire des frottis un peu plus poussés au niveau oropharyngé, enfin, essayer de chercher, mais finalement, vu qu'il n'y aura aucun traitement, ni aucun suivi par la suite, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, d'accord. Oui, donc le message, c'est qu'en gros, si on n'a pas été vacciné contre le papillomavirus et qu'on a une vie sexuelle active, de consulter au moindre symptôme atypique. C'est ça, exactement. Qui dure un peu plus de 15 jours, 3 semaines. Est-ce que tu peux nous parler des traitements disponibles justement pour ce type de cancer? Max nous a décrit un peu ces différents protocoles. C'est vrai que ça fait un peu peur, les cancers de la gorge, quand on entend parler. Bon, Max, il nous a montré vraiment tout son courage et son dynamisme. Mais est-ce que tu peux nous faire un petit rappel concernant les protocoles et les traitements pour ce type de cancer? Donc en fait, c'est vrai que c'est quand même un traitement assez lourd pour le cancer ORL, surtout pour les cancers HPV. En fait, c'est une autre entité. C'est vraiment différent du cancer ORL du patient alcoolo-tabagique de 70 ans. En fait, dans les cellules, c'est différent et même dans la présentation. Et souvent, quand on a un cancer ORL HPV, on aura, comme Max, un gros ganglion. C'est quand même très fréquent en fait, quand même pris à temps, on a quand même un gros ganglion qui va sortir. Donc pour les traitements, comme il l'a eu, c'est la chirurgie pour enlever le ganglion, enlever aussi l'amygdale si on est touché. Si on a une petite taille et qu'on n'a pas de facteur de risque, ça peut s'arrêter là. Pour éviter la récidive, on associe aussi après une la radiothérapie. Donc c'est des rayons en fait sur la zone et de la chimiothérapie pour détruire les quelques microcellules qui pourraient circuler dans le corps, en fait. Le vrai traitement curatif, c'est la chirurgie parce qu'elle enlève la tumeur. Après, on a la radiothérapie qui stérilise et qui permet d'enlever autour les cellules qui pourraient rester. Et on associe ça aussi avec de la chimiothérapie pour tuer les microcellules qui pourraient peut-être être disséminées un petit peu dans le corps. D'accord, très clair. Quand on a un diagnostic de ce type de cancer, on est parti pour combien de temps de traitement? La chirurgie, après, on leur laisse souvent 3 semaines quand même de répit et 7 semaines de radiothérapie. Donc, ça fait quand même bien 2 mois et demi, 3 mois. Surtout que quand la radiothérapie et la chimiothérapie s'arrêtent, les symptômes ne s'arrêtent pas, en fait. Il y a encore 15 jours de difficile avant que ça aille mieux. Est-ce que tu peux nous parler des progrès qui ont été faits concernant la radiothérapie et la chimiothérapie? Est-ce que toi, tu constates dans ta pratique la réduction des effets secondaires, une meilleure tolérance de ce type de traitement? Oui. Moi, je suis vraiment contente de l'évolution. Déjà, si on est vraiment juste sur les patients qui ont un cancer HPV, c'est des patients qui sont en meilleur état général, qui sont quand même plus actifs, qui ont moins été exposés aux toxiques, donc qui sont en meilleure santé pour supporter les traitements. Donc déjà, on a une différence en fait
en effet secondaire. Et après, on s'est amélioré. Donc, moi, je suis plus oncologue. Je m'occupe plus de la chimiothérapie, mais d'un point de vue radiothérapie, il y a eu les doses qui ont été modifiées. Il y a eu surtout l'arrivée de tous les soins de support pour traiter les effets indésirables. Par exemple, le gros problème de la radiothérapie, c'est la brûlure. Maintenant, ce qui arrive un petit peu partout dans tous les centres, c'est la photomodulation. Donc, c'est un petit peu de laser pour accélérer la cicatrisation. Donc, on a des belles cicatrisations. Pour ce qui est de la chimiothérapie, la principale chimiothérapie, c'est le platine pour les cancers ORL. Ça peut donner des insuffisances rénales. Donc, on les surveille plus. On les hydrate à la maison. On a quand même fait vraiment des progrès. Et surtout, ce qui arrive, c'est tous les essais thérapeutiques. C'est des cancers qui répondent très bien au traitement. Et le but, ça serait de réduire les doses de chimiothérapie, les doses de radiothérapie pour qu'ils aient moins d'effets indésirables. Mais ça se fait que dans les essais, enfin, ça s'est prouvé que par les essais. Donc là, le plus gros essai en cours, c'est PATHOS, pour justement pour évaluer la désescalade des traitements pour les patients qui ont un cancer HPV en ORL. J'aimerais qu'on aborde, pour finir, les thérapies émergentes. On a commencé un petit peu à en parler à propos de la vaccination. Est-ce que tu peux nous parler des progrès récents et à venir concernant ce type de prise en charge? C'est surtout avec les essais et les essais qui sont en cours dans les gros centres, c'est surtout avec la vaccination et associé à l'immunothérapie parce que la chimiothérapie, c'est un produit qu'on injecte dans le corps et qui tue les cellules. Elle fait pas de différence. C'est pour ça que les patients sont si fatigués. Enfin, il n'y a pas de différence. C'est un tsunami qui détruit tout. Alors que l'immunothérapie, on injecte un produit qui va aller stimuler nos défenses immunitaires et c'est nos défenses immunitaires qui vont aller tuer les cellules cancéreuses. Donc déjà, c'est beaucoup plus ciblé. Donc, on a beaucoup moins d'effets indésirables. Là, ça reste un virus. Donc, on peut imaginer que si on met un vaccin avec un booster d'immunité, on peut espérer avoir beaucoup plus d'immunité pour détruire le cancer HPV. Mais ça, c'est que en essai et c'est vraiment les prochaines pistes. C'est la vaccination associée à l'immunothérapie. Dis-moi, est-ce que tu aurais un message à transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent, une personne qui serait touchée par ce type de cancer? Qu'est-ce que tu aurais comme message à transmettre? Il faut pas en avoir honte parce que souvent, comme c'est lié des fois aux maladies sexuellement transmissibles, ça peut prendre du temps, on va pas consulter tout de suite, mais que justement, il faut pas en avoir honte, ça peut arriver, c'est des cancers qui se soignent très bien pris précocement et de rappeler, d'insister sur la vaccination pour la jeune génération. Léa, merci 1000 fois pour ton intervention, c'était super intéressant, je te souhaite une bonne journée. Non, mais merci à toi César, ça m'a permis de faire un rappel sur la vaccination et sur la prévention. Donc merci et bonne journée. Ok, super, merci beaucoup, ciao. À bientôt. Et voilà, il est temps pour nous de vous souhaiter un bel été. On se retrouve en septembre pour la suite de Patients saison 2. À très vite. Ce podcast vous a été proposé par la plateforme Livy.